Bon, on va pouvoir commencer du coup. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré au secteur de l'industrie automobile en phase de redémarrage post-crise Covid. Donc, ce webinaire est organisé suite à la création de la cellule Chief Covid Officer par Adequancy, cabinet de management de transition. Donc, en quelques mots, nous avons créé un cadre de mission pour faciliter, pour accélérer la reprise d'activité avec la cellule donc, des Chief Covid Officers, qui est composé de managers de transition présélectionnés par Adequancy. Et tout ce dispositif, l'animation de ce dispositif, ainsi que les interventions des Chief Covid Officers ont été réalisées en co-construction avec les managers qui la composent. Donc, je me présente, donc, je suis Benoît Ducas, je suis directeur associé au cabinet. Autour de moi, j'ai deux spécialistes du secteur, membres de la communauté des managers de transition d'Adequancy et également membres de la cellule des Chief Covid Officers. Donc Thierry, tu es directeur général de transition, tu es spécialisé dans le redressement, dans la restructuration, dans la transformation de sociétés industrielles et également dans la maîtrise d'opérations industrielles. Dans tes précédentes expériences, tu as notamment chez PSA puis chez Valeo engagé des transformations en profondeur sur la stratégie de tes activités, mais également sur la pratique opérationnelle, j'allais dire presque quotidienne, incluant la robotisation et la digitalisation des process et des opérations. Tu as à cœur de placer au sein de ta pratique managériale l'engagement de chacun et tu développes une approche frugale de l'entreprise. Bernard, toi, tu as enchaîné depuis plus de 20 ans des mandats de direction générale et de président de groupe de distribution, notamment chez Volkswagen Retail, chez Lacoste Papeterie, Groupe Feu Vert, La Grande Récré, Carrefour, pour en citer seulement quelques-uns. Tu as également mené des plans de restructuration d'activité, tout en lançant des projets stratégiques qui ont pour but d'optimiser la performance financière et opérationnelle, mais également tout simplement de faire face à des évolutions, voire des mutations de marché. Tu es également un spécialiste du multicanal et de la relation client, ce qui aura son importance tout à l'heure. Et tu as régulièrement accompagné les dirigeants dans la gestion de crise et ou dans des plans de transformation en tant que conseiller. Donc l'idée de cet échange, c'est de vous apporter à vous, dirigeants qui nous écoutez et managers, des éléments concrets afin d'alimenter une réflexion ainsi que des plans d'action à mettre en place sur des éléments d'attention qui peuvent guider votre action. Donc, je vous propose à tous de commencer un échange avec vous, vous deux, Thierry et Bernard, par une relecture de la crise telle que vous l'avez vécue, en partageant votre regard d'expert. Et puis après, nous poursuivrons avec l'analyse des grandes tendances de la reprise d'activité, des clés de lecture que vous allez nous apporter, sur les enjeux, les challenges opérationnels, les challenges managériaux auxquels nous faisons tous face aujourd'hui, qu'ils soient de court ou de moyen terme. Donc ça, c'est la proposition que je vous fais tous. Un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions, vous tous qui nous écoutez, via le petit module Converser qui s'affiche en bas de l'écran normalement. Et n'oubliez pas de sélectionner, quand vous posez une question, adressez-les à tous les conférenciers, tous les participants, afin qu'on puisse partager vos questions et y répondre avec précision à la fin de ce webinaire. Donc, pour commencer, afin de porter un regard sur la crise telle qu'on l'a tous vécue, nous avions envie de revoir la crise à la lumière des 3D de la crise, qui sont enseignés d'ailleurs dans un milieu militaire, mais pas seulement, qui caractérise les 3 phases majeures d'une crise militaire. Donc la première, c'est le déferlement, c'est la phase de sidération. L'enjeu majeur, c'est de s'adapter, mais c'est possible dans l'urgence. On a un focus très court terme, un focus cash management. Ça a été pour nous le télétravail, l'arrêt brutal de certaines activités industrielles. Ça a été les recours au PGE pour certains. Et vient ensuite la phase de désorganisation. Aujourd'hui, on se situe dans le trait d'union entre la phase de désorganisation et la phase de divergence. La désorganisation, on se réorganise, on redémarre, mais dans un environnement plus incertain que d'habitude. Et là, l'enjeu majeur est toujours de faire un focus cash management, il faut bien s'en sortir.
Mais le deuxième volet qui est d'importance, c'est de commencer à revisiter la vision d'entreprise et les axes stratégiques, donc son plan strat, les axes stratégiques qui en découlent. La phase dans laquelle nous entrons, c'est la phase de divergence, c'est une phase de dissension. Et pour les dirigeants, c'est une phase d'importance et assez troublante puisqu'on doit à la fois redémarrer réellement l'activité tout en faisant face aux questions, aux critiques, aux analyses qui ont lieu avec le regard d'aujourd'hui, la connaissance qu'on a aujourd'hui, donc un regard et une critique des décisions qui ont été prises pendant la crise. C'est aussi une phase de mutation, une phase de transformation qui a pour but donc de survivre tout simplement, mais aussi de consolider l'activité pour améliorer la résilience de l'entreprise, pour faire face ensemble, se transformer ensemble, pour faire face demain aux crises majeures qui auront lieu. Donc, dans cette trait d'union entre la phase de désorganisation et de divergence, je vous propose de commencer à partager votre regard sur les comportements, les changements comportementaux qui ont eu lieu. Thierry, quel regard, a posteriori, portes-tu sur les impacts directs et indirects de la crise pour les différents acteurs de l'industrie automobile, donc toujours en gardant un focus sur les évolutions comportementales? Alors, tout d'abord, effectivement, c'est une crise qui va laisser des traces en termes de comportement, on n'en a pas conscience d'ailleurs. Et le premier terme, c'est que la crise sous-entend quelque part un retour à la normale dans un délai plus ou moins long. Moi, je préfère le terme de catastrophe parce que, comme un tsunami, on a été submergé par une vague à laquelle on ne s'attendait pas. Et puis, une fois que la vague se retire, elle a fait des dégâts et on est dans une phase de reconstruction. Mais on ne reconstruit pas à l'identique. Ça, c'est un point important. Je dirais que c'est une catastrophe pas naturelle. On a décidé, pour une des premières fois, de privilégier la vie humaine. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'était une décision, mais c'est une étape de plus franchie sur le principe de précaution. Et quelque part, ça vient renforcer, ça fait une réassurance de l'aversion au risque. Ça aura aussi un impact sur, je dirais, les comportements de décision, notamment dans le futur. Donc, c'est une prise de conscience aussi sur l'incertitude. On est dans un monde VUCA, vous savez, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ce monde-là, il était exactement de la même. Il était identique avant et après la crise Covid, mais c'est la perception que nous en avons qui a changé. C'est nous qui avons changé, ce n'est pas forcément le monde, de mon point de vue. Donc, on a ce sentiment d'insécurité qui est de plus en plus prégnant et qui induit une perte de confiance dans l'avenir. Alors, perte de confiance de qui? Des ménages. On le voit sur les projections de consommation, les reports assez traditionnels de l'automobile vers l'électroménager. J'ai travaillé dans les deux secteurs. En fait, quand l'automobile est affectée justement par les intentions d'achat sur des investissements importants, généralement, c'est le monde de la maison, du bricolage, des arts de la table, du jardinage, qui, en fait, a, par vase communicant, augmente, une sorte de repli un peu sur soi. Perte de confiance des ménages, mais perte de confiance également des investisseurs et des entrepreneurs qui peuvent se poser la question sur un certain nombre de choix à faire dans le futur. Donc, tout pousse vers l'attentisme. Vous savez, cette fameuse phrase « attendons d'y voir plus clair ». Elle est un peu dangereuse parce qu'il y a fort à parier qu'on n'y verra pas plus clair plus tard, mais que pour un certain nombre d'entreprises, il sera peut-être trop tard. Alors, je discutais de ce point-là avec un ami entrepreneur il y a peu de temps, qui me disait, qui travaille dans l'automobile, et qui me disait qu'il était donc affecté et qu'il devait s'adapter je dirais, aux projections qu'il faisait d'activité, mais que fondamentalement, les fondamentaux de son marché n'étaient pas modifiés et que ça ne changeait pas sa stratégie. Et je lui demandais, que se passerait-il si ton principal concurrent allait voir tes actionnaires et leur proposait une consolidation? Et là, devant son air un peu contrarié, j'ai compris que ce n'était pas une question qu'il se posait ou ce n'était pas une question qu'il avait envie de se poser, mais que là, maintenant que je l'avais posée, il fallait bien y répondre. Alors, si une question comme ça, par exemple, fait sens, il vaut mieux être celui qui propose la consolidation plutôt que celui qui l'a subie. Ça, tout le monde sera d'accord. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions à se poser, des questions qui peut-être n'avaient pas énormément de sens avant, je dirais,
la catastrophe Covid-19, mais qui aujourd'hui sont importantes à clarifier, ne serait-ce que pour éliminer d'ailleurs la possibilité. Oui. Donc, je pense que le fait majeur, le point que je voudrais souligner, c'est la tentation de l'immobilisme. Voilà. D'accord. Merci Thierry pour cet éclairage. Bernard, quelle est ta vision? En fait, la crise, la nouvelle crise, je dirais, parce que ce n'est pas la première qu'on va vivre qu'on a vécue ou qu'on va vivre dans l'activité automobile, dans le marché automobile, cette crise, à mon sens, elle est un accélérateur des difficultés des entreprises, un révélateur de leurs faiblesses, mais aussi, du côté positif, un accélérateur des changements. Alors peut-être, c'est sûrement de manière brutale, évidemment, on ne s'attendait pas à une crise enfin, on ne s'attendait pas au début d'une crise aussi brutale, mais en tout cas un accélérateur des opportunités de conquête, de transformation et d'évolution. Pour rentrer un peu plus dans le concret, je donnerai un exemple. Il y a quelques années, un acheteur de véhicules neufs, moi je suis côté retail, hein, donc un acheteur de véhicules neufs passait en moyenne 7 fois en concession pour concrétiser un achat. Aujourd'hui, c'est à peine plus de 2 fois. Et demain, c'est-à-dire post-Covid, hein, aujourd'hui, hein, ce chiffre ne pourra que baisser, ça me paraît évident. Et pour s'adapter à ce nouveau paramètre qui existait déjà avant le Covid, le marché de la distribution automobile n'a globalement pas fait grand-chose dans l'expérience client. Aujourd'hui, le prospect qui se déplace en concession est potentiellement donc bien plus acheteur qu'il y a quelques années. S'il vient 2 fois, c'est que l'achat est déjà quasiment fait. Il y a donc je dirais un parcours client, une expérience client qui était déjà à repenser. Et là, du fait de la crise, cela devient, à mon avis, très urgent. Voilà, donc je pense aussi qu'on reparlera plus loin de la digitalisation, mais c'était un point que je voulais soulever. Oui, tout à fait, oui. Merci. Si on regarde un petit peu l'impact sur les business models, sur les modes d'organisation, Thierry, tout à l'heure, tu partageais sur l'attentisme des individus. Si on porte un regard sur les organisations, pourrions-nous dire aujourd'hui que l'automobile entre dans une sorte d'ère glaciaire où tout serait figé? Alors, la filière automobile est une filière qui est globalement stable. Elle a été déjà et elle continue à être organisée. Mais je rejoins complètement ce que disait Bernard. Il y a un phénomène d'accélération, des consolidations notamment et des défaillances. Les entreprises qui étaient fragiles avant le Covid-19, elles s'en sortent affaiblies. Donc, les options pour elles vont se réduire. Donc, je dirais la tentation, de la stabilité à l'immobilisme, il n'y a qu'un pas, et la tentation de l'immobilisme, que j'évoquais tout à l'heure, elle est forte. Elle est forte alors qu'il y aura des opportunités, qu'évoquait aussi Bernard. C'est un monde aussi d'opportunités. Mais cette tentation d'immobilisme, elle n'est pas seulement sur les options stratégiques du dirigeant. Elle affecte tous les processus, et en particulier les processus de décision, qu'il s'agisse des investissements, là c'est un sujet qui est assez évident, mais également le sujet des projets. Si je prends l'exemple des projets, les projets qui étaient par exemple avec des taux de rentabilité faibles ou carrément à perte avant, je dirais, le Covid-19, eh bien, si on les actualise aujourd'hui, on doit avoir certainement des projets qui deviennent extrêmement à perte. Alors que décidez-vous quelle est la rentabilité du client concerné? Quel est le potentiel de développement qu'on avait avec le client concerné? Il faut réviser, je dirais, le portefeuille de ces projets-là. Analyser les contrats, ça c'est une recommandation extrêmement simple, je dirais à dire, plus difficile à réaliser, mais analyser les contrats. Dans quelques temps, les constructeurs automobiles vont se retourner vers les équipementiers en demandant des baisses de prix conséquentes, en argumentant sur la baisse des matières premières, des aciers, du plastique, du pétrole. Et dans ce cas-là, il est important que vous regardiez vos contrats d'indexation, que vous fassiez également, je dirais, le travail de basculement intellectuel en vous disant OK, j'ai une indexation, quelles ont été, qu'est-ce que j'ai récupéré des hausses de matière que j'ai eues dans les années 2018, 2019, voire 2020, je ne sais pas, enfin 2020 ça avait plutôt basculé à la baisse, mais est-ce que j'ai récupéré la totalité des sommes? Il faut faire ce travail et se dire que nécessité fait loi.
Il n'y a aucun contrat signé avec les constructeurs automobiles qui peut vous condamner à déposer le bilan de votre entreprise. Donc, il y a vraiment un sujet de révision, par exemple, de ces projets, de ces contrats, avec un paradigme de l'automobile qui a changé. Hein, le paradigme, c'était le constructeur me donne des volumes en l'échange de baisses de prix régulières et de conditions toujours plus favorables. Ça tient plus. Il n'y a aucun constructeur sérieux qui peut vous garantir les volumes des projets qui vous ont été affectés. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des volumes devant nous qui sont à la baisse et une guerre de prix et de promotion sans précédent. Ça veut dire que ça va affecter encore durablement la rentabilité de la filière qui est déjà en baisse depuis 3 ans, globalement. Ça ne veut pas dire que tous les acteurs sont en baisse, mais ça veut dire que globalement, ce marché-là, il est en baisse de rentabilité. Alors pour moi, ça ne signifie qu'une chose, hein, ça signifie qu'on a un besoin d'économie de moyens sans précédent. D'où ma conclusion qui est que l'automobile rentre dans l'ère de la frugalité, où il va falloir faire mieux avec moins. Oui, tout à fait. On comprend bien effectivement la nécessité de faire mieux avec moins et du besoin même post-restructuration, finalement, de réviser tous les processus internes, mais sous l'angle de l'agilité frugale. Bernard, quel regard portes-tu sur les business models pendant la crise? En fait, le constat qui est fait, c'est que le client retail au sens large et le client concession automobile a été majoritairement abandonné pendant cette période. Cette période, non pas de crise, cette période de confinement et de début de déconfinement. Par manque de CRM, souvent, par manque de parcours client digitalisé, sûrement. Je voudrais juste rappeler, un petit rappel, c'est que je ne me situe pas au niveau des constructeurs ou des marques, hein, mais des concessionnaires. Hein. Même si je rejoins à 100% ce que dit Thierry, notamment sur les partenariats et sur la renégociation des contrats. Donc, d'ailleurs, je ferai aussi une comparaison, me situant moi du côté plutôt aval de la distribution. Donc, je ferai aussi une comparaison entre les concessionnaires auto et les centres d'après-vente multimarques, comme Feu Vert ou Noroto, par exemple. Ceux-ci ont beaucoup plus maintenu la relation client pendant ces 4 derniers mois, tout simplement parce qu'ils étaient déjà organisés pour cela. La transformation digitale, eux, ils l'ont faite et bien faite il y a maintenant 2013, 2014, il y a 6 ou 7 ans, en 2013-2014. Et ceci, j'en parle avec d'autant plus de conviction que je suis moi-même, à titre personnel, référencé dans les bases de données de nombreux concessionnaires de marques différentes, et des grandes enseignes de services multimarques, pour voir justement ce qui se passe en termes de relations clients. Donc, je vis en direct ce qui s'est passé pendant ce confinement et ce qui se passe aujourd'hui dans la relation client, notamment, évidemment, digitalisée. Voilà ce que je voulais ajouter sur une partie du business model. Merci à tous les deux pour ces éclairages sur la crise et les impacts qui ont eu lieu sur les comportements, mais également sur les business models et les modes d'organisation. Si nous portons maintenant un regard critique sur ce qui a déjà commencé et sur les étapes qui nous attendent. Bernard, finalement, pouvons-nous nous attendre aujourd'hui à une remise en cause, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, des partenariats existants, donc de manière implicite et explicite, mais entre les différents acteurs de l'industrie? Moi, de mon côté, j'en rêve. Hein. Je veux dire que ça existe déjà en partie, mais c'est le moment de prendre vraiment les initiatives et de les développer. Il y a de nombreux concessionnaires, concurrents ou pas, sur les mêmes marques ou sur les mêmes zones avec des marques différentes, qui soient des concessionnaires très importants ou plus modestes, qui ont déjà fait et qui sont prêts à monter des partenariats, ce que j'appellerais, moi, des partenariats horizontaux pour simplifier les choses, au moins sur des plateformes communes, digitales ou figitales, de vente de véhicules d'occasion, par exemple. Concernant maintenant les filières vente de véhicules neufs ou après-vente, bon, ce sera plus compliqué à cause je dirais, des processus et des politiques des marques. Marques qui elles-mêmes, d'ailleurs de manière un peu surprenante, mais ne prennent pas ou peu l'initiative de mettre en place des synergies front office, je parle bien du front office, entre elles, même si elles appartiennent au même groupe. Hein. Pour autant, cette évolution de partenariat
horizontaux, verticaux, etc., me paraît incontournable aujourd'hui pour participer à ce que j'appellerais le sauvetage de la filière. Ça existe déjà dans pas mal d'autres activités, hein, industrielles ou distribution. Dans l'automobile, ça me semble encore à des étapes un peu embryonnaires. D'ailleurs, cela permettra la mise en place de nombreuses synergies, notamment en foncier, investissement, personnel, organisation, etc. Et ça me semble vraiment nécessaire Mais pour ça, il faut, j'oserais dire qu'il faut être un peu out of the box pour pouvoir mettre en place ce type de partenariat. Enfin, en tout cas, c'est à faire, à mon sens. D'accord, c'est un point intéressant, effectivement. C'est d'ailleurs une très belle transition du redémarrage vers la nécessaire remise en cause, effectivement, des business models et des modes d'organisation existants. Thierry, pour rebondir sur ce que disait Bernard, tu me disais tout à l'heure que l'automobile ne rentrait pas donc dans l'ère glaciaire, mais dans l'ère de la frugalité. Quels sont les impacts stratégiques exactement quand on parle de ça, à la lumière des modes d'organisation et des business models qui évoluent? Alors, pour moi, c'est le point majeur qui n'a pas encore été vraiment éclairé. Hein, le fait qu'on a un besoin sans précédent d'économie de moyens. Bien sûr, avant, il y a quand même du moins, il y a des choses à faire tout de suite qui sont toute la révision des projections que l'on a de vente, de PNL, de budget 2020 et puis de projections 2021, 2022, des plans à 3 ans ou 5 ans, je ne sais pas, qui vont intéresser en fait, je dirais, l'actualisation des projections financières et économiques pour toutes les entreprises avec des actionnaires, avec des fonds d'investissement. C'est sûr que les business plans qui ont été écrits doivent être revus sérieusement. Il y a également la décision ou pas de faire des restructurations. C'est quelque chose qui est à prendre très rapidement au vu également des moyens développés par les gouvernements pour soutenir l'activité, hein, l'activité partielle de longue durée, des choses comme ça. Et puis, enfin, il y a la révision des contrats, des investissements, des projets, enfin tout ce travail de fourmi à faire sur son portefeuille, décider des décalages, y compris sur des enjeux stratégiques. Hein. On parlait d'hydrogène, de véhicules autonomes, etc. Je pense qu'il va y avoir des réductions et on va vouloir effectivement faire mieux avec moins. Donc on rentre dans une révision de tous les processus, de tous les modes de fonctionnement avec une approche frugale. Alors, approche frugale, faire mieux avec moins, c'est quoi? C'est en fait, c'est aller chercher des réductions de coûts et de temps éventuellement. L'argent et le temps sont deux unités de valeur, avec un facteur 10 à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, on fait des facteurs 2, des facteurs 3. J'ai eu des expériences avec des facteurs 30 également. Mais c'est chercher cet ordre de grandeur-là. Grâce à quoi? Grâce en fait aux ressources inépuisables de créativité, les talents, les initiatives, je dirais l'ingéniosité, en gros l'engagement que l'on peut espérer de nos collaborateurs. Alors, ce concept de frugalité, il a été mis en exergue. Et le terme frugalité est apparu dans les années 2013 avec le livre de Navi Raju sur l'innovation frugale. Alors son livre s'appelait L'innovation Jugaad. Jugaad du terme indien qui signifie ingéniosité, débrouillardise, bricolage. Donc Navi Raju a bien documenté ce sujet-là sur l'innovation. C'est le seul qui est vraiment documenté puisque aujourd'hui la frugalité ou l'approche frugale et agile a un déficit de théorisation. Contrairement au lean. Donc aujourd'hui, l'enjeu c'est de passer du lean manufacturing ou du lean en règle générale au frugal. C'est quoi la différence? Je dirais que la différence principale c'est l'engagement justement. Le lean présuppose de la prédominance de la méthode sur l'engagement, alors qu'une démarche frugale va faire l'inverse. Elle va déjà installer l'engagement, ou du moins faire des conditions favorables à l'engagement, et la méthode sera au service de l'engagement des équipes. Alors, je vais prendre un exemple assez concret sur le sujet, qui est la maintenance préventive. Pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il faut de la méthode. Et la maintenance préventive, c'est intéressant. Quand on a déployé des méthodes de maintenance préventive, on a fait des différents niveaux, par exemple 5 niveaux de maintenance préventive, avec un premier niveau, niveau 1, qui est souvent autour de tout petits réglages ou nettoyage de la machine. Et on va dire, l'opérateur qui conduit l'installation, eh bien, aura ce niveau 1 à faire.
Et on va lui faire une checklist. On va même des fois le chronométrer ça pour donner un temps exact pour le faire, etc. Sans tenir compte des compétences réelles de l'opérateur. Si vous avez un conducteur d'installation qui a cette installation-là, qui est automaticien ou qui est électricien, eh bien, on va lui interdire d'intervenir sur l'action. Je caricature un peu, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui, justement, ramènent de l'engagement en modifiant les règles. Mais le principe, ça va être ça. Et donc, ça va être un système frustrant qui va avoir tendance à limiter les gens dans leurs compétences. L'idée de l'approche frugale, c'est de dire non, l'engagement est prioritaire. Donc, je vais mettre en place des règles qui vont permettre à des gens qui ont des talents de pouvoir les exprimer. Quelque part, j'en tirerai une économie, j'aurai besoin de moins de personnel en maintenance pour faire du niveau 2 parce que cette personne-là sera capable de faire de dépannage de niveau 2 et même, je vais tenir compte de ses compétences pour les faire grandir, etc. Donc, toute une émulation, un engagement que l'on comprend bien. Donc, ça veut dire que, vous voyez, cette approche de maintenance préventive, c'est soit la prédominance de la méthode et on espère l'engagement derrière, mais en fait, on fait tout pour désengager les gens sans le décréter, mais concrètement, c'est désengageant, ou alors on a une démarche qui est plus motivante. Donc, sur cet exemple-là, on a clairement une évolution du lean vers du frugal. Vous voyez, on ne jette pas les méthodologies du lean, mais on les revisite avec un regard plaçant l'engagement avant. Alors ça, pour ceux qui ont du lean, c'est je dirais, un défi, hein, parce qu'il faut réviser les méthodes. Mais pour ceux qui n'ont pas mis en place encore le lean, c'est une formidable opportunité d'en éviter les écueils. Les écueils en étant justement d'aller vers une soft tyrannie. En gros, la prédominance des indicateurs qui deviennent des outils de questionnement. Et on passe les managers à la question sur les indicateurs, des choses comme ça. L'approche frugale, elle concerne tous les secteurs. On a vu l'innovation avec Navi Raju, mais ça concerne aussi le marketing, ça concerne aussi la façon d'explorer les business, ça concerne les processus de décision. Et je dirais que ça s'appuie sur deux facteurs. Un écosystème managérial qui favorise justement l'engagement, l'expression des idées, l'expérimentation, qui est un point extrêmement important, et puis qui clarifie les contraintes. Il y a un élément majeur qui est la clarification des contraintes extrêmement élevées sur les moyens notamment. Et puis, le deuxième élément d'une démarche frugale, c'est un ensemble de méthodes et d'outils qui sont adaptés, qui respectent justement la prédominance de l'engagement. Je les appelle frugalo-compatibles. Donc, voilà, pour moi, le point majeur, c'est de passer du lean au frugal et d'avoir cette notion d'engagement d'abord, méthode après. D'accord. Donc, si on jette un regard sur l'innovation avec des outils frugalo-compatibles, finalement, on privilégie l'innovation par une approche de marché plutôt qu'une approche totalement technique. Plutôt par une approche qui laisse la part belle à l'ingéniosité et au trésor d'ingéniosité que vous avez dans l'entreprise et que vous n'utilisez pas. Oui. J'ai dans l'entreprise. Et à l'initiative. D'accord, merci, oui. Et toi, Bernard, si on fait un focus sur le secteur retail, quelle est ta vision de ces remises en cause concrètement? Qu'on soit dirigeant ou chief COVID officer, comment on fait? Comme je le disais au début, cette nouvelle crise ne fait qu'accélérer les difficultés et que révéler les faiblesses déjà existantes avant la crise. Hein. Faiblesses liées à l'organisation, à la vision et au manque de transformation finalement, dans son ensemble. Alors, de mes yeux, l'industrie automobile, côté amont, donc, sait mieux se transformer dans sa globalité, alors que la distribution automobile, côté aval, reste, pour moi, très, voire trop traditionnelle. Il faut dire qu'elle n'est pas non plus aidée par les marques hein, pour se renouveler. Alors, je donnerai un exemple, et puis après, je reviendrai sur différents points. Un exemple qui illustrera je dirais, cet ancrage et ce manque d'agilité. Il s'agit en fait de chiffres et de chaînes de valeur. L'indicateur permanent de performance dans le retail automobile, c'est le nombre de véhicules neufs vendus. C'est quasiment, j'exagère un peu, mais c'est quasiment l'unique indicateur, tant et si bien que c'est aussi l'indicateur utilisé pour la valorisation des entreprises. C'est-à-dire, en fait, quand un concessionnaire veut se céder ou veut se vendre, c'est X milliers d'euros par véhicule neuf vendu par an, en fonction des marques. Hein. Donc, c'est un indicateur qui est vraiment prédominant. Alors, je vais vous donner quelques chiffres que tout le monde connaît, ce n'est pas des chiffres nouveaux, hein, mais dont on parle rarement finalement parce qu'ils ne sont pas totalement dans l'ADN quotidien d'un retailer automobile et de ses équipes.
Alors, je les ai un petit peu arrondis pour pouvoir mieux les mémoriser. Mais l'activité de vente de véhicules neufs représente 60% du chiffre d'affaires d'une concession et 30% du résultat. 60% du chiffre d'affaires, 30% du résultat. L'activité véhicule d'occasion représente 30% du chiffre d'affaires et 20% du résultat. Et le reste, c'est-à-dire en fait pièces détachées, après-vente, financement, etc., représente donc 10% du chiffre d'affaires et 50% du résultat. Alors on me dira que oui, mais que le véhicule neuf, l'activité véhicule neuf est tout de même l'indicateur le plus important car il maintient et favorise les autres activités. Bon, c'est sûrement vrai, enfin, en tout cas, ce n'est pas faux. Mais je rappelle aussi que plus de 50% des véhicules, et voire même beaucoup plus en fonction des marques, sortent du réseau constructeur après la période de garantie et vont donc servir le business des anciennes multimarques avec des prestations d'ailleurs qui sont avec beaucoup plus de valeur ajoutée au fur et à mesure que le véhicule vieillit. Donc en fait, c'est véritablement très très intéressant pour toute la partie multimarque que de récupérer, c'est au moins 50% voire plus de véhicules qui sortent du réseau constructeur après la période de garantie. Donc à mes yeux, cette crise donne aujourd'hui l'opportunité aux retailers automobiles de changer de paradigme. Mais comme c'était déjà le cas avant le Covid, je pense qu'il faut faire encore plus vite pour rattraper le retard. Donc pour résumer et pour répondre véritablement à la question, en quelques mots, mes conseils, au-delà du changement de mindset, j'allais dire, c'est mettre en place une organisation, une culture d'entreprise, des méthodes de gestion et des hommes qui permettent de rentrer bénéfiquement dans ce paradigme qui n'est pas nouveau, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais qui a été étouffé par le système précédent, véhicule neuf, véhicule neuf, véhicule neuf. C'est aussi par là lancer un plan de transformation digitale très rapidement et notamment l'expérience client digitalisée. C'est travailler en partenariat avec les marques, si on y arrive, ou sinon sans elles, sur notamment le système d'information, la data, le partage de données qui va devenir de plus en plus stratégique avec le véhicule connecté. C'est avoir un management global et une gestion des talents qui ne soit pas que focalisé sur la voie royale du véhicule neuf, hein, on en reparle. C'est, pour compléter cette dernière partie-là, c'est favoriser aussi des recrutements externes pour mixer les expériences. Dans le monde de l'automobile, on a vraiment besoin d'avoir du sang neuf, au moins dans le monde du retail. Et enfin, je dirais que c'est, bien entendu, c'est inclure dans la réflexion et dans les changements, évidemment, l'évolution technologique, la part de l'électrique, l'évolution des comportements liés, des comportements des clients liés à l'usage versus la propriété, la mobilité, l'environnement, bien sûr, etc. Voilà. D'accord. D'accord. Merci à tous les deux. Je trouve que vous montrez bien l'un et l'autre la nécessaire évolution des paradigmes de marché qui sont propres à l'industrie automobile, ne serait-ce que tout à l'heure tu mentionnais l'impact sur la valorisation des entreprises. Si on continue la réflexion, Bernard, au-delà de l'évolution de l'organisation, de l'évolution des business models que vous avez tous les deux soulevés d'ailleurs, que nous faut-il mettre en place aujourd'hui pour s'assurer une pérennité d'activité et surtout une meilleure résilience aux crises? Là, on parle plus du très court terme à ce moment-là, le très très court terme. Donc aujourd'hui, à mon sens, on a déjà pas mal parlé de points qu'il faut mettre en place, mais à mon sens, on pourrait les résumer à 3 points côté retail. À court terme, profiter pour faire une véritable approche de réduction des OPEX et des CAPEX. Peut-être essayer d'appliquer les bonnes méthodes de ce que j'appellerais le pilotage au centime, exercé dans le retail en général et notamment dans la prévente automobile. Donc, CAPEX, OPEX, revoir les organisations. Ça, je rejoins tout à fait ce que disait Thierry sur le frugal. On s'est aperçu que dans beaucoup de services, on s'est aperçu pendant ces derniers mois que dans beaucoup de services back ou front office, on pouvait faire aussi bien, voire mieux avec moins. Donc, c'est le moment de saisir cette opportunité. Et puis enfin, évidemment, ce qu'on ne parle pas depuis le début quand même, c'est la partie
la partie sociale, c'est-à-dire réembarquer les équipes, hein, donner du sens, remobiliser en lançant un projet d'entreprise qui tienne compte des paramètres déjà évoqués, l'évolution technologique, l'arrivée de l'électrique, la mobilité au sens large, et bien sûr le digital dans son ensemble, et dans le parcours client complet. C'est-à-dire en fait le client qui au cours de sa vie a plusieurs véhicules potentiellement, hein. Des véhicules en propre, potentiellement des véhicules de service, des neufs, des occasions, qui les achète par des moyens de financement particuliers et sans doute différents, et en même temps qui les fait entretenir. Ça, c'est le parcours client complet. Un client, ce n'est pas seulement celui qui achète un véhicule neuf. Alors finalement, comme énoncé plus tôt, cette crise est un catalyseur de crise dormante. On n'a plus le choix. On doit mener dès maintenant, donc tu parlais du court terme, hein, Benoît, donc dès maintenant les changements organisationnels et les évolutions des business models nécessaires qui, eux, étaient repoussés jusqu'ici, ou du moins décalés, disons, sans être repoussés, décalés, et notamment la transformation numérique. Et on doit le faire aujourd'hui bien plus vite qu'auparavant et aller plus loin. Tout doit être mené de front et dans des lignes de temps beaucoup plus courtes, s'exprimant en mois et non plus en années, ou en quelques mois et non plus en de nombreuses années. En conclusion, je donnerai un exemple de mutation qui va faire sourire, mais c'est intéressant, c'est une initiative intéressante. On verra ce que ça donne. C'est la vente de la Citroën Ami dans les magasins Fnac Darty, initiée au début du mois de juin, donc il y a quelques jours, quelques semaines. Je trouve ça intéressant. C'est sans doute un peu symbolique, évidemment, mais en tout cas, ça illustre bien que la mutation de la distribution automobile a déjà commencé et peut s'accélérer. Tant mieux, hein, tant mieux. Bon, en tout cas, pour moi, je pense que maintenant, il faut agir pour se transformer, au risque de disparaître dans le moyen terme. Je pense que la crise va être très violente, donc il faut vraiment se bouger. Et à mon sens, il vaut mieux que les retailers prennent cela en main plutôt que d'attendre une mutation du côté des constructeurs. Voilà. D'accord, très intéressant. D'où le besoin finalement de se faire accompagner par des experts de la gestion de crise, de la transformation, afin d'acter une reprise maîtrisée, une reprise accélérée de l'activité de chaque pan du secteur de l'industrie automobile. Et si je comprends bien, donc ton dernier point, Bernard, effectivement, tu as soulevé aussi tout à l'heure, Thierry, la vitesse d'action. La vitesse d'action est clé. Et pour mener la transformation nécessaire des entreprises, dans le but de, un, sécuriser un redressement rapide, et deux, finalement, faire face aux nouveaux enjeux, notamment en termes de consolidation de l'activité, d'améliorer la résilience aux crises futures, et par là, donc, se faire accompagner par des experts de la transformation, par des experts de la gestion de crise, en accompagnement à des directions générales ou à des actionnaires. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'on avait créé la cellule des Chief Covid Officers, dont la mission, in fine, et effectivement, tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, Bernard, il faut réengager les équipes, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et dans les périodes de mutation parfois profondes, c'est un vrai challenge à redresser. Il faut piloter d'un côté le redémarrage et les évolutions du business model, des modes d'organisation, après une relecture de sa vision et finalement son plan stratégique et des tactiques qui en découlent pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc pour essayer de faire un point, finalement, puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire, Thierry, si tu avais un dernier conseil, un dernier input à partager, un dernier éclairage à partager avec les dirigeants et les managers qui nous écoutent, quel serait ton mot de la fin? Je crois qu'il y a les dirigeants sont confrontés à un nombre incroyable de tâches à faire dans un laps de temps extrêmement court. À réviser, pour moi, ils doivent assurer bien sûr le redémarrage, mais également actualiser toutes leurs projections, reconstruire une feuille de route stratégique, et puis communiquer et puis répondre à l'ensemble des interrogations de toutes les parties prenantes sur le sujet, qui sont tout à fait justifiées, mais qui arriveront toutes en même temps, hein, dans cette phase de divergence où on va demander des comptes.
tout le monde pardonnera aux dirigeants d'avoir un budget 2020 qui n'est pas conforme à ce qu'il avait écrit 6 mois ou un an auparavant. Par contre, on va attendre des réponses à toute une série de questions sur 2021, 2022, comment on retrouve le business plan qu'on avait écrit dans le cadre d'un LBO, etc., etc. Donc, en fait, sauf à avoir un don d'ubiquité, il y a énormément de choses, ou à faire des impasses, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir apporter un soutien immédiat et opérationnel aux dirigeants. Alors, soit il est dans une grosse structure, et il peut faire appel à des compétences différentes, soit il peut faire appel à une compétence extérieure sur le sujet. Mais clairement, pour moi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'automobile rentre durablement dans une économie de moyens sans précédent, que j'utilise le mot frugal, d'agilité frugale, je dirais, enfin de frugalité. Et il va vraiment falloir se reposer les questions sur l'ensemble du processus en utilisant des outils qui ont déjà fait leurs preuves dans cette démarche d'agilité frugale, comme par exemple l'expérience utilisateur. Alors, Bernard parlait de l'expérience client. On connaît la puissance de cette démarche. En fait, c'est aussi puissant en expérience utilisateur. Plutôt que de s'intéresser à ce que les gens devraient faire en regardant des procédures, eh bien, on regarde ce que les gens font vraiment et on évite énormément de perte d'énergie et de démotivation sur le sujet, par exemple. D'accord. Merci Thierry. Et toi, Bernard, quel dernier éclairage as-tu envie de partager? Ton mot de la fin? Oui, je pense que vous avez déjà suffisamment tous les deux bien développé le rôle de l'appui du manager à transition ou du CCO. Moi, je me permettrais juste peut-être d'avoir des conseils personnels, si je peux me permettre. Je pense qu'il faut d'abord avoir une équipe de choc qui résiste au stress et qui soit capable de se remettre en cause de manière radicale, tant en interne que vis-à-vis, alors je parle bien entendu du retail automobile, que vis-à-vis des marques. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi bien analyser ce qui se passe, voir ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer dans le réel et pas monter dans des plans qu'on ne maîtrise pas. Ne pas se cacher derrière aussi ce qui a toujours fonctionné. On fait ça depuis 25 ans, ça a fonctionné, donc ça va continuer. Ou alors ça n'a pas fonctionné, justement, donc ça ne fonctionnera jamais. On a déjà parlé aussi de la vitesse, travailler vite, très vite, mais en collégialité. Je pense que ce que ça nous a appris, en tout cas ces quelques mois de confinement, nous ont appris pas mal d'une approche d'humilité. Et je pense qu'il faut qu'on soit peut-être plus collégial qu'on pourrait l'être. Et puis, dernier point qui rejoint aussi le terme d'engagement versus méthode développé par Thierry, eh ben, c'est libérer les initiatives. Libérer les initiatives et les partager. Donc, sortir aussi des processus, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Vous rejoignez sur plusieurs points, effectivement, l'un et l'autre. Nous arrivons donc au bout de ce webinaire. Nous avons reçu pas mal de questions des auditeurs, des questions très intéressantes. D'ailleurs, je vous remercie tous. Une première question d'Edouard. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle est en deux phases et vous allez pouvoir répondre à votre tour, Bernard et Thierry. Thierry, tu parlais tout à l'heure des grands enjeux de la consolidation. Au-delà de l'aspect organisationnel, Edouard pose la question de savoir si ce ne serait pas plutôt un enjeu de régionalisation afin d'assurer une continuité de service. Donc, avec ton aperçu plutôt constructeur équipementier, quelle est ta lecture des enjeux de consolidation et de régionalisation? Alors, il faut savoir que le terme régionalisation pour les constructeurs automobiles, c'est les continents, hein, ce n'est pas les régions françaises. Donc, je ne pense pas qu'on a une profonde remise en cause de la mondialisation des approvisionnements, pas fondamentalement. Par contre, ça va être revu sous l'angle de la sécurisation. Je pense qu'il y aura certainement des opportunités à avoir, mais ça ne sera pas fondamentalement au détriment de la compétitivité. Je dirais que maintenant, peut-être que la marge de décision, voilà, de gain de productivité, vous voyez, quand on passe en Chine pour gagner 2 centimes sur une pièce de 3 euros, ça n'a pas de sens.
ça n'a pas de sens et la démonstration a été faite que ça n'a pas de sens, quoi. Maintenant, on ne va pas acheter une pièce 2 fois plus chère en France par rapport à la Chine. L'automobile ne va pas pouvoir se permettre ça avec le paradigme que l'on a devant nous, qui est une baisse de rentabilité constante et une guerre des prix, des promotions devant nous, quoi. Donc, je pense que l'effort de compétitivité sera très important, mais qu'il y aura bien sûr une carte à jouer sur, je dirais, euh, les entreprises par continent, c'est-à-dire les entreprises européennes. Je crois que, par exemple, en Europe, on a traditionnellement une différence, enfin, on établit une différence entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et même l'Europe de l'Ouest hors Allemagne. L'Allemagne étant un cas un peu particulier avec ses véhicules haut de gamme et Mercedes, BMW, etc. et Audi. Et donc, je pense que le point majeur va affecter l'Europe de l'Ouest hors Allemagne et au niveau de la production. Et donc, il sera important de pouvoir réagir à la fois avec les mesures gouvernementales des différents pays européens qui vont soutenir l'activité, mais également avec des plans de restructuration et de compétitivité qui soient efficaces. Je pense qu'il y aura quelques opportunités à saisir, mais elles vont rester quand même plutôt anecdotiques. Je ne crois pas à un grand mouvement de réindustrialisation en France en dehors des secteurs qui vont être identifiés comme totalement stratégiques par rapport à la santé notamment. D'accord. Et toi, Bernard, si on prend un regard retail Oui, sur ces grands enjeux de consolidation et éventuellement de régionalisation, est-ce oui, que tu penses qu'il y a un risque d'impact sur le maillage territorial, des concessions par exemple? oui, en fait, c'est un sujet intéressant, ça, concernant le retail, parce que le constat que j'ai fait tout à l'heure en disant qu'un acheteur de voiture neuve ne venait qu'à peine 2 fois en concession versus 7 fois il y a quelques années, ben finalement, ça va s'accélérer, du moins, ça va pas augmenter. Et donc, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment, enfin, une des grandes questions, c'est comment réorganiser le réseau en le réduisant sans doute fortement, afin d'assurer un minimum de rentabilité à l'exploitation. Et donc, il faudra sans doute, à mes yeux, raisonner d'ailleurs en distinguant les activités. L'après-vente aura toujours besoin d'un maillage important. La vente de véhicules neufs et d'occasion, sans doute beaucoup moins. À mon sens, c'est donc un travail à mener avec à la fois les autres concessionnaires et les marques. Un travail que j'appellerais de géomarketing à faire très rapidement, parce qu'ensuite, la mise en place risque d'être assez lente, hein. S'il s'agit de fermer des concessions, d'en rouvrir d'autres à tel ou tel endroit, et de travailler sur des zones, sur ce qu'on appelle ça des régions ou de la consolidation régionale, ça va être très lent, évidemment. Et le travail, lui, est à faire très rapidement, justement, pour pouvoir se préparer à ces changements-là dans les 3, 4, 5, 6 ans qui viennent. Oui, merci, je te rejoins. Une question qui nous vient de Jean-Jacques. Je pense que ça te paraît bien adressé à toi, Thierry. Cette crise aura probablement un impact fort sur le marché. On est tous d'accord, on l'a bien développé tout à l'heure, et notamment sur le développement des véhicules électriques et ou hydrogène. Et toi qui développais le concept d'innovation frugale tout à l'heure, quel regard tu portes sur l'impact de la crise sur la venue, tous les constructeurs ont communiqué dessus, hein, des véhicules électriques à hydrogène? Alors, véhicules électriques, alors ce qu'on appelle les véhicules électriques, ça dépend si on parle que le véhicule totalement électrique ou du véhicule hybride. Ce qui est sûr, c'est l'électrification des véhicules et la solution de réduction de CO2 des moteurs thermiques. Hein, d'autant plus depuis surtout la chute du diesel, chute auto-provoquée, si je veux dire. Il y a une tendance à l'hybridation et donc à l'électrification des véhicules. Pour les véhicules tout à fait électriques, l'impact majeur, ça va rester quand même relativement anecdotique, hein, mais anecdotique. Les projections à 5 ou 10 ans ne montrent pas des volumes tout à fait significatifs. Par contre, je pense que la réglementation peut avoir un impact très important. Oui, oui, tout Donc à fait. aujourd'hui, on a vu les dernières élections avec la percée des Verts.
il y a des décisions qui peuvent être prises, rationnelles ou pas, sur le véhicule électrique, dans les villes notamment. Donc, je pense que c'est un sujet qui va continuer à être développé de fait par les constructeurs automobiles. L'hydrogène est, de mon point de vue, la meilleure solution technologique pour le futur. Mais aujourd'hui n'est pas prête pour avoir un impact significatif dans les 5 à 10 ans, enfin dans les 5 ans qui viennent, quoi. Donc, je dirais que il y a beaucoup de paramètres qui rendent encore ce monde d'automobile encore plus incertain, mais qui ne sont pas liés, je dirais, à l'aspect Covid. Et cette incertitude-là, on l'a déjà depuis plusieurs années dans l'industrie automobile. Tous les constructeurs l'utilisent. Donc, il y a vraiment, on ne sait pas véritablement où on va sur ce sujet-là. Donc, je pense que le véhicule électrique, le principal moteur de son développement plus ou moins rapide va être la réglementation. Oui, tout à fait. Mais je partage tout à fait ce que dit Thierry. J'ajouterai un mot, Benoît, là-dessus. Oui, vas-y. Côté retailer, je pense qu'il faut évidemment, c'est incontournable, hein, c'est incontournable. Il faut que côté retailer, on inscrive ça dans nos plans stratégiques. Ça paraît absolument évident, parce que de toute façon, il y aura de l'impact, mais l'impact, lui, tant en termes de vente de véhicules neufs que d'après-vente, va être lent. Donc, il faut en tenir compte. Ça va avoir un impact très important, mais très lent. Donc, ça fait partie du plan stratégique, ce n'est pas à reculer. Ça fait partie de l'évolution de nos comportements aussi, de nos processus, de nos savoir-faire. Mais à part ce que vient de dire, Thierry a parfaitement, je rejoins tout à fait ce que dit Thierry, c'est-à-dire que potentiellement, ce qui va ralentir ou freiner, c'est la réglementation. Et puis, évidemment, l'installation des bornes, enfin bon, tout le reste. Mais disons que je pense que le premier critère, c'est la réglementation. Oui. Merci. Alors, on a une question de Justine qui apparemment a été captivée par ce que tu décrivais, toi, Bernard, en évoquant le parcours client complet et la digitalisation qui doit être au cœur de la stratégie, de la nouvelle stratégie des retailers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, sur la mutation attendue? Oui, je disais tout à l'heure le parcours client complet, c'est-à-dire ce n'est pas celui seulement qui achète un véhicule neuf, c'est celui qui, tout au long de sa vie, a plusieurs véhicules, les a achetés, les a loués et puis les a fait entretenir. Voire même, on pourrait même dire, aujourd'hui, avec la notion de mobilité, on pourrait même parler de moyens de locomotion et pas seulement de véhicules, hein, pas seulement de voitures en tout cas. Alors quand vous voyez des marques, par exemple, quand vous voyez des marques, je ne vais pas vous les citer, mais qui se focalisent sur les acheteurs de véhicules neufs qui ont en moyenne, pour leur premier achat, 52 ans. La moyenne d'âge d'un propriétaire de véhicule neuf, c'est 52 ans. Hein. Et donc, vous imaginez le décalage qu'il y a par rapport au marché réel de l'automobile, surtout du côté, bien entendu, de l'aval. Donc, que fait-on du client prospect, /prospect, entre 18 ans, l'âge du permis de conduire, et 52 ans. Donc pendant 34 ans, personne ne s'occupe de lui. C'est quand même un peu surprenant. Hein. Côté concession automobile, côté service multimarque, c'est un peu différent. Donc, mais à ce sujet, donc, les retailers doivent, à mon avis, avancer encore une fois très vite. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le parcours client complet ou complet du client. Voilà. Tout à fait. Il nous reste encore un peu de temps pour les échanges, donc ça tombe bien parce que le petit module Q&A est très actif. Donc, j'ai ici une question, bon, je vais la diriger à Thierry, de Frédéric, donc, qui nous dit, et il a raison, la situation est admise comme étant hors norme et on reste dans l'inconnu. Donc, quelles compétences, à ton avis, en innovation doit avoir le CTO, le Chief Covid Officer? Alors, bonne question, ça. Spécifiquement sur l'innovation, je renverrai ça vers l'agilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, faire mieux avec moins, c'est surtout faire différemment. L'automobile est quand même hyper structurée, hyper procédurière, a des maîtrises des opérations très fortes. Donc, comment raboter sur les coûts, le cost killing, il est pratiqué depuis plus de 25 ans ou 30 ans dans l'automobile.
Donc, si je veux dire, ce n'est pas une couche supplémentaire. Dans l'automobile amont. Oui, oui, quand je parle d'automobile, effectivement, c'est mon côté industrie automobile. Oui. Et donc, aujourd'hui, il faut faire différemment. C'est pour ça que le premier conseil que je donnerais, c'est la lecture des livres de Navi Raju sur l'innovation de Jugad, sur le guide de l'innovation frugale, où il ajoute une dimension sociale et une dimension environnementale, mais où on va retrouver, je dirais, les fondamentaux d'une approche agile. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est être capable de se réinventer et de sortir du carcan qui a été créé pour plein de bonnes raisons, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les méthodologies garantissent aussi une efficacité. Mais là, on va chercher de l'efficience, c'est-à-dire une économie de moyens sans précédent. Si vous voulez chercher un facteur 10 sur une forme d'innovation, moi j'ai eu le cas d'une industrialisation d'une détection de caméra où c'était 150 000 € par installation avec du matériel de détection, je dirais, assez standard, donc impossible à se payer. Et un opérateur, enfin un technicien de maintenance qui n'avait rien à voir avec le sujet, a proposé une expérimentation. On lui a donné un budget de 5 000 €, il en a dépensé un peu moins, et il a eu une réponse plus intéressante d'ailleurs que ce que proposait le gros système pour 5 000 €. C'est un facteur de 30. Donc, laisser les talents s'exprimer, les passions que peuvent avoir des collaborateurs sur des sujets, c'est-à-dire être capable d'avoir une ouverture sur l'innovation. On parle d'open innovation, être capable de faire des concours, mais être capable également, comme on l'avait fait chez Seb, de mettre toute l'entreprise dans l'exploration du marché, par exemple. Et d'expérimenter et d'être capable de proposer des prototypes en fast and dirty, si je veux dire, et d'avoir cette côté accélération, d'être capable de dire, OK, ça c'est un projet qui se développe en 6 mois, est-ce que vous pouvez me faire une sorte de prototype fait de briques et de broc, mais qui matérialise votre concept la semaine prochaine. Ça, c'est ça qui va faire des déclenchements d'accélération qui va permettre de trouver des solutions décalées par rapport à, je dirais, aux moyens traditionnels et efficaces que l'on a dans les entreprises. Toi, tu en penses quoi, Bernard? Enfin, le terme d'agilité me paraît très très bien. Donc, des compétences en termes d'agilité, je rajouterais, je l'ai déjà dit, savoir se remettre en cause, savoir remettre en cause sans pour autant rentrer dans des systèmes de critique permanente, mais savoir remettre en cause et puis aller vite et le faire avec collégialité, le faire ensemble. Voilà, l'explication de Thierry était très bonne. L'agilité me paraît la capacité d'adaptation très vite et l'agilité. Et je pense que d'ailleurs, c'est véritablement les compétences que doivent avoir et que doivent avoir les managers de transition. C'est-à-dire, on rentre dans un business quelque part et on va très vite avec les équipes. Oui, tout à fait, je te rejoins dans cette analyse. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. Pour tous celles et ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre dans ce temps d'échange, ne vous inquiétez pas, on va y répondre quand même. Ce webinaire est enregistré, donc sera accessible à tous en replay a posteriori. Et puis, vous pouvez continuer à poser d'autres questions qui vous viennent à l'adresse email qui est affichée à l'écran, community@adequancy.com. Et nos intervenants, Thierry, Bernard, nous, en bord du cabinet, nous attacherons à vous apporter des réponses précises à vos questions. Donc, merci beaucoup, Thierry, merci Bernard pour vos contributions que personnellement j'ai trouvées riches et surtout orientées terrain et action. Et je pense que nos auditeurs auront apprécié, en tout cas, au moins autant que moi. Et vous tous, dirigeants et managers qui nous écoutez, n'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas à nous recontacter encore une fois, parce que je reste persuadé et convaincu que c'est par des échanges directs et ou entre pairs qu'on pourra co-construire des solutions à cette crise. Donc, pour rappel, vous trouverez ou sur la page LinkedIn du cabinet ou sur notre site web
des contenus, des liens vers la cellule des Chief Covid Officers qui la présentent de façon un peu plus détaillée que ce qu'on a pu faire aujourd'hui dans ce webinaire. Vous allez retrouver les retombées de presse qui ont eu lieu et les différentes interviews qui ont eu lieu de membres du cabinet sur la cellule et l'initiative des Chief Covid Officers pour accompagner les dirigeants dans ce rebond post-crise. Vous trouverez également des liens vers les profils Adequancy de Bernard et de Thierry et ce descriptif de poste qu'on a co-construit avec les Chief Covid Officers qu'on avait identifiés et même certains clients qui avaient parfois un besoin de structuration de leurs besoins réels. Vous pourrez nous retrouver également dans d'autres webinaires. Nous avons un autre webinaire qui est destiné au tourisme et au voyage, qui a lieu demain à 14 h, et un autre sur le restructuring, la restructuration en général et la gestion de crise le 8 juillet à 11 h. Et un troisième et dernier sur l'industrie de l'aéronautique, donc rebondir dans l'industrie aéronautique le 9 juillet à 11 h. Voilà pour les prochains rendez-vous. En attendant, je vous remercie tous d'être venus à ce webinaire, de nous avoir écoutés, d'avoir échangé avec nous via les Q&A et nous restons à votre disposition pour toutes les questions et intérêts que vous pourriez avoir. Voilà. Merci. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.